30 000 emplois détruits, 8,8 milliards d'euros en jeu, et le créateur du langage de programmation le plus précieux au monde expulsé de sa propre entreprise. Tout cela pour centimes par action. En avril 2010, James Gosling regardait, impuissant, ses nouveaux propriétaires corporatifs faire de lui une marionnette sans aucun pouvoir. L'homme qui avait inventé le langage utilisé sur des milliards d'appareils à travers le monde voyait son salaire réduit et se faisait dépouiller de toute autorité sur sa propre création. Voici l'histoire de la manière dont le langage de programmation le plus important de la Silicon Valley est devenu le centre de la trahison corporative la plus dévastatrice jamais enregistrée. Une entreprise mourante, perdant 100 millions d'euros chaque mois. Une guerre d'enchères pour seulement 10 centimes, qui atteignit 7,4 milliards d'euros. Et une bataille judiciaire si intense qu'elle dura 11 ans et finit devant la Cour suprême. Tandis que des familles perdaient que tout, les pilleurs d'entreprises repartaient avec des centaines de millions, pour finalement affronter la plus grande humiliation juridique de l'histoire de la technologie. Si tu veux savoir comment la cupidité d'Oracle a détruit l'une des meilleures entreprises du secteur, mets un like et abonne-toi à Money Legends. En 2009, Sun Microsystems perdait 100 millions d'euros chaque mois. L'entreprise qui avait révolutionné l'informatique vivait une lente et douloureuse agonie publique. Le cours de ses actions s'était effondré de 80% en seulement un an. Une société autrefois valorisée à des dizaines de milliards cherchait désormais désespérément un acheteur avant l'effondrement financier total. C'était pourtant cette même entreprise qui avait créé Java, le langage de programmation qui rendait possible l'exécution de code sur n'importe quel appareil, partout dans le monde. Des milliards de smartphones, d'ordinateurs et de serveurs en dépendaient chaque jour. Mais Sun commit une erreur fatale. Elle offrit Java gratuitement. Pendant que toute l'industrie technologique s'enrichissait grâce à l'innovation de Sun, cette dernière ne parvenait pas à trouver un moyen de monétiser sa création. L'effondrement de la bulle Internet avait anéanti son activité de matériel informatique, et bien que Java faisait tourner le monde moderne, les revenus n'étaient jamais arrivés. À la fin de 2008, les vautours commençaient à tourner autour. Deux géants de la technologie virent l'occasion d'acquérir Java, et le reste des technologies de Sun pour quelques centimes. Le premier était IBM, une entreprise connue pour son efficacité impitoyable et sa réduction agressive des coûts. Elle courtisait Sun depuis des mois. Le deuxième acheteur fut une surprise. Oracle, une société centrée sur les bases de données qui n'avait jamais montré d'intérêt pour le matériel ou les systèmes d'exploitation. Mais Larry Ellison, son PDG, comprit quelque chose que les autres avaient ignoré. Java était sur le point de devenir la base de l'informatique mobile, et celui qui le contrôlerait l'avenir. IBM avait offert 9,40 € par action pour Sun Microsystems. Oracle lui proposa 9,50 €, une différence de 10 centimes. Pendant des mois, IBM avait été le favori incontesté. L'entreprise avait investi d'innombrables heures dans les négociations, promettant aux dirigeants de Sun qu'elle préserverait la culture open source de la société et protégerait ses 33 000 employés. Mais les discussions avec IBM restaient dans l'impasse. Les autorités antitrust craignaient qu'une telle fusion ne crée un monopole dans le secteur des entreprises. Les retards tuaient Sun financièrement, brûlant ses réserves de trésorerie à un rythme effrayant. C'est alors que Larry Ellison, d'Oracle, fit son entrée en scène. Au départ, Ellison ne s'intéressait qu'aux actifs logiciels de Sun. Il se moquait de ses serveurs, de ses systèmes de stockage ou de ses usines de production. Mais lorsque IBM se manifesta, il changea d'avis. Ellison comprit que si IBM rachetait Sun, Oracle perdrait à jamais l'accès à Java. Java était la base de toute l'activité middleware d'Oracle, une activité qui générait des milliards d'euros de revenus chaque année. Les produits logiciels d'Oracle reposaient sur Java. Perdre ce contrôle serait catastrophique. Alors Ellison fit quelque chose d'inédit. Il proposa d'acheter toute l'entreprise, et pas seulement les logiciels. 7,4 milliards d'euros en liquide pour tout ce que possédait Sun. La guerre des offres ne dura que quelques semaines. IBM, frustré par les lenteurs réglementaires et refusant de suivre le rythme agressif d'Oracle, retira soudainement son offre. Le conseil d'administration de Sun resta stupéfait. Leur plan B venait de devenir leur seule option. Le 20 avril 2009, Oracle et Sun annoncèrent l'acquisition. Les médias financiers l'appelèrent aussitôt le deal de la décennie. Larry Ellison déclara que Java était l'actif logiciel le plus important jamais acquis par Oracle. Les employés de Sun célébrèrent.
Ils pensaient avoir été sauvés par un géant du logiciel qui comprenait la véritable valeur de leur technologie. Mais en l'espace de quelques mois après l'acquisition, les architectes des plus grandes innovations de Sun se retrouvèrent piégés dans un cauchemar corporatif. James Gosling avait passé 26 ans chez Sun Microsystems, gravissant les échelons de chercheur à directeur technique de Java. Les développeurs du monde entier le vénéraient comme le père du langage qui avait transformé l'informatique moderne. Chez Sun, sa parole sur l'avenir de Java faisait autorité. Oracle démantela cette autorité, pièce par pièce. Ma capacité à décider quoi que ce soit chez Oracle a été réduite au minimum, révéla Gosling quelque temps plus tard. Oracle est une entreprise extrêmement micromanagée. Toute notre capacité de décision s'est évaporée. Son nouveau rôle fut humiliant. Un simple symbole glorifié, exhibé sur scène pour légitimer le contrôle d'Oracle. Souris aux caméras. Lis les déclarations préparées. Il promouvait désormais des décisions prises par des dirigeants qui n'avaient jamais écrit une seule ligne de code. Puis vint la dernière humiliation. Malgré son statut légendaire dans la Silicon Valley, Oracle proposa à James Gosling une réduction salariale importante. Les primes de performance, qui récompensaient les meilleurs ingénieurs de Sun, disparurent du jour au lendemain. Le message était clair, tu n'es plus qu'un employé comme les autres. L'exode avait déjà commencé. Tim Bray, co-créateur du langage XML, démissionna en février 2010, avant même que l'acquisition ne soit finalisée. Jonathan Schwartz, le PDG de Sun, fut contraint de partir immédiatement. Kosuke Kawaguchi, créateur de l'outil de développement Hudson, quitta l'entreprise en avril. Les esprits les plus brillants de Sun fuyaient le contrôle étouffant d'Oracle, une lettre de démission après l'autre. Le 2 avril 2010, exactement un an après l'annonce de l'acquisition, James Gosling atteignit son point de rupture. Il présenta sa démission avec une note de blog énigmatique, qui en disait long par son silence. Presque tout ce que je pourrais dire, s'il était précis et honnête, ferait plus de mal que de bien. Oracle avait déjà un manuel bien rodé. Après l'acquisition de PeopleSoft, ils avaient licencié 5000 employés. Après avoir acheté Siebel Systems, ils en avaient supprimé 2000 de plus. Désormais, c'était au tour des 33 000 employés de Sun. Larry Ellison promit publiquement « Nous embauchons, nous ne licencions pas ». Mais à huis clos, les dirigeants d'Oracle préparaient déjà la plus grande vague de licenciements de l'histoire technologique de la Silicon Valley. Les coupes commencèrent immédiatement. Même alors que Sun perdait de l'argent à cause des retards de l'acquisition, Oracle les força à annoncer 3000 licenciements supplémentaires. Les employés apprirent la nouvelle par appel téléphonique automatisé, un vendredi après-midi. La stratégie d'Oracle était chirurgicale et impitoyable. Chaque département présentant des fonctions en double était identifié, puis le côté Sun était tout simplement supprimé. Des équipes d'ingénieurs ayant passé des décennies à créer des technologies révolutionnaires furent dissoutes du jour au lendemain. La Apache Software Foundation, qui collaborait depuis des années avec Sun sur des projets open source, démissionna en signe de protestation. Ses membres avaient compris les véritables intentions d'Oracle. La culture d'ouverture et de collaboration de Sun était détruite méthodiquement. Mais le pire restait à venir, ce qui arriva au joyau de la couronne de Sun. Hudson, l'outil de développement populaire, fut arraché à sa communauté et renommé Jenkins, après qu'Oracle eut revendiqué la propriété de la marque déposée. Les développeurs qui l'avaient créé bénévolement apprirent soudain qu'ils ne pouvaient plus utiliser leur propre création. Les dirigeants d'Oracle voulaient un contrôle total sur la technologie de Sun, comment elle était utilisée, qui pouvait y accéder, et ce que la communauté avait le droit de construire avec elle. Les analystes de l'industrie estimèrent qu'Oracle supprimerait entre 15 000 et 16 000 emplois chez Sun, presque la moitié de son effectif. C'étaient des ingénieurs, des concepteurs et du personnel de support qui avaient consacré leur carrière à la mission de Sun, une informatique ouverte. Des campus entiers furent entièrement fermés. Les vastes installations de Sun à Menlo Park, où furent inventées certaines des technologies fondamentales d'Internet, furent vendues à Facebook. Des décennies de savoir institutionnel disparurent avec les lettres de licenciement. En août 2010, Oracle porta plainte contre Google pour 8,8 milliards d'euros à cause de seulement 11 000 lignes de code. Cela représentait moins de 0,1% de l'ensemble du code source d'Android. Une plainte d'une audace stupéfiante. Oracle affirmait que Google avait volé Java en utilisant ses interfaces de programmation d'applications, API, dans Android sans autorisation.
Ces API étaient essentiellement des manuels d'instruction indiquant aux programmeurs comment utiliser les fonctions de Java. La défense de Google était simple, on ne peut pas déposer un droit d'auteur sur une interface de programmation, pas plus qu'on ne peut le faire sur l'alphabet. Les API étaient les briques fondamentales qui permettaient aux logiciels de communiquer entre eux. Les rendre propriété privée paralyserait l'innovation dans toute l'industrie technologique. Euh, Mais Oracle voyait les milliards d'euros derrière le succès d'Android et voulait sa part du gâteau. Les arguments juridiques étaient complexes, mais l'enjeu était limpide. Si Oracle gagnait, l'entreprise pourrait imposer des redevances à chaque société utilisant du code compatible avec Java. Tout le mouvement open source serait alors en danger. Google avait utilisé les API de Java pour rendre Android familier aux millions de développeurs qui connaissaient déjà ce langage. Plutôt que de forcer les programmeurs à apprendre un système entièrement nouveau, Android leur permettait d'utiliser leurs compétences existantes en Java. Une décision commerciale brillante qui fit d'Android le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. Les avocats d'Oracle présentèrent cela comme un vol à une échelle sans précédent. Ils soutinrent que Google avait copié délibérément la structure et l'organisation de Java, le fruit de plusieurs années de travail créatif des ingénieurs de Sun. L'affaire rebondit de tribunal en tribunal pendant des années. Les juges de première instance donnèrent raison à Google, déclarant que les API pouvaient être protégées par le droit d'auteur. Mais les cours d'appel annulèrent ces décisions, estimant que la structure des interfaces de programmation constituait une expression créative digne de protection. Les géants technologiques de toute la Silicon Valley suivaient l'affaire avec nervosité. Le précédent juridique affecterait chaque ligne de code jamais écrite. Les langages de programmation, les systèmes d'exploitation et les services web reposaient tous sur des interfaces partagées et des standards communs. Oracle était prête à se battre plus d'une décennie pour établir son contrôle sur ces briques fondamentales de l'informatique. Mais le 5 avril 2021, la Cour suprême rendit une décision de 6 contre 2 qui anéantit complètement le dossier d'Oracle. Les juges anéantirent 11 années de stratégie juridique d'un seul coup, avec une décision si catégorique qu'elle ne laissait aucune place à l'appel ni à l'interprétation. L'utilisation des API Java par Google, déclara la Cour, constituait un usage légitime et transformateur. Le géant de la recherche n'avait pris que ce qui était nécessaire pour permettre aux développeurs d'utiliser leurs compétences existantes sur une nouvelle plateforme. Android construisait quelque chose de totalement différent. Il parlait simplement le même langage que Java. La réaction d'Oracle fut amère. Ils ont volé Java et passé une décennie à plaider, comme seul un monopole peut le faire, déclara son directeur juridique. Une déclaration pleine d'ironie. Oracle, valorisé à plus de 200 milliards d'euros, accusait Google d'être le monopole. L'industrie technologique, elle, explosa de joie. Les développeurs, qui pendant plus d'une décennie avaient vécu sous la menace de procès liés aux API, purent enfin respirer librement. La Cour suprême venait de protéger les fondations mêmes de l'innovation logicielle. Mais ce verdict signifiait bien plus qu'un simple précédent juridique. C'était un rejet total de la vision d'Oracle, celle d'un contrôle absolu sur le développement logiciel. Larry Ellison avait dépensé des milliards pour acquérir Java et devenir le gardien de l'informatique mobile. À la place, il devint le méchant d'une fable moderne sur les excès du pouvoir corporatif. James Gosling, désormais ingénieur chez Amazon Web Services, fut enfin réhabilité. Le langage de programmation qu'il avait conçu pour être ouvert et accessible resterait exactement cela. Les tentatives d'Oracle pour l'enfermer derrière des licences et des menaces juridiques avaient échoué de manière spectaculaire. Le coût financier fut immense. Oracle dépensa plus d'argent en honoraires d'avocats dans sa guerre contre Google qu'elle n'en gagna jamais grâce aux licences de Java. Ses juristes encaissèrent des millions, tandis que sa réputation dans la communauté des développeurs s'effondrait. Pire encore, ce procès provoqua exactement l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'établir son autorité sur Java, Oracle prouva au monde qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour le diriger. L'histoire de Java révéla une vérité dérangeante sur la Silicon Valley. Les entreprises qui prétendent construire l'avenir sont souvent celles les plus prêtes à le détruire pour leur profit trimestriel. L'innovation ne naît pas dans les salles de conseil. Elle naît entre les mains de développeurs passionnés, convaincus que la technologie doit servir l'humanité, et non les actionnaires. Laisse-nous un commentaire ci-dessous. Penses-tu qu'Oracle a eu raison de se battre pour le contrôle, ou que les langages de programmation devraient être libres pour tous? Si cette histoire de cupidité corporative t'a surpris, mets un like et abonne-toi à Money Legends. Nous révélons les scandales cachés derrière les entreprises les plus puissantes du monde.
Et notre prochaine vidéo t'attend juste ici. Nous pensons que tu vas l'adorer.